Encore une fois, à toutes et à tous, nous sommes vraiment contents que vous êtes si nombreux pour notre webinaire aujourd'hui sur les systèmes d'alerte précoce et de résilience dans l'Afrique subsaharienne. Cet événement est co-sponsorisé par Scale et ProWash et sponsorisé par l'USAID. Et le Bureau d'assistance humanitaire de l'USAID. Je tiens aussi à accueillir nos participants francophones qui sont ici avec nous aujourd'hui. Cette réunion, l'interprétation vers le français est disponible pour cet événement. Donc, si vous voulez suivre l'événement en français, s'il vous plaît, cliquez sur le petit icône d'un globe en bas de votre écran, marqué Interprétation, comme vous voyez sur la diapo ici. Et puis, vous allez sélectionner le français. Une fois que vous avez sélectionné le français, vous pouvez choisir d'éteindre l'audio originel ou de suivre, d'entendre l'audio originel au fond à un volume réduit. Il y a aussi un lien dans la boîte à discussion qui va vous mener à la présentation en français. Donc, vous pouvez suivre les diapos en français aussi si vous voulez. Si vous avez des problèmes techniques pendant le webinaire, vous pouvez envoyer un message dans la boîte à discussion à ProWash et nous allons faire de notre mieux pour vous aider. Avant de commencer, je vais demander à tout le monde de se présenter dans la boîte à discussion. S'il vous plaît, dites-nous votre nom et là où vous êtes pour avoir une meilleure idée de qui c'est qui assiste à cette réunion. Si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les saisir dans la boîte Q&A, questions et réponses, que vous allez trouver en bas de votre écran. S'il vous plaît, ne tapez pas vos questions dans la boîte à discussion parce qu'elles risquent d'être perdues parmi les autres discussions qui vont avoir lieu dans cet espace. Nous allons répondre à toutes les questions pendant la séance de questions et réponses à la fin du webinaire. Et s'il y a des questions auxquelles nous ne répondons pas, nous allons y répondre dans un document écrit qui va être partagé avec vous après le webinaire. Vous pouvez aussi montrer votre accord pour les questions déjà existantes, pour les soutenir. Pendant ce webinaire, nous allons partager des avancées novatrices par deux projets qui sont focalisés sur l'alerte précoce, le changement climatique, la résilience et la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Un projet est en Afrique de l'Est et l'autre en Afrique australe. Nous allons entendre deux présentations suivies par une séance de questions et de réponses. Tout d'abord, je vais me présenter moi-même. Je m'appelle Christine Lambert et je suis la directrice de programme pour le projet Scale et je suis la co-facilitatrice avec Jude Cobin, spécialiste senior pour le WASH. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ProWash, qui ne connaissent pas Scale, en gros, Scale, c'est une initiative financée par le Bureau pour l'assistance humanitaire de l'USAID. Et notre objectif, c'est de renforcer l'impact, la durabilité et la capacité de passer à l'échelle supérieure des systèmes de gestion des ressources naturelles et des modes de vie alternatifs dans les contextes d'urgence et contextes urgents et non urgents. Nous collaborons aussi avec Save the Children. ProWash et Scale sont des organismes très semblables. ProWash est aussi financé par le BHA et est associé avec Save the Children. La mission de ProWash, c'est de soutenir les partenaires de mise en œuvre pour renforcer la qualité des interventions de WASH et faciliter aussi le partage des connaissances et l'application des recherches sur le WASH. Pour plus d'informations sur ces deux programmes, vous pouvez vous rendre sur notre site web en cliquant sur les liens qui sont maintenant dans la boîte de discussion. Pour lancer le débat, aujourd'hui, je vais présenter notre premier intervenant. Nous avons Bronwyn Moore, chef de parti adjoint du JOP, de l'opération conjointe d'urgence. Elle surveille les équipes techniques à travers le consortium du JOP. Nous avons aussi Ashnafi Alemu, qui est le conseiller technique pour les systèmes d'alerte précoce et la réduction des risques de catastrophe pour JOP, qui est encore une fois l'opération conjointe d'urgence. Il est le président du groupe de travail pour le consortium et il travaille sur les systèmes d'alerte précoce et la collecte et l'analyse des données du marché.
Cela dit, Bronwen Ashnafi, vous avez la parole pour la première présentation. Merci beaucoup, Christine. L'opération conjointe d'urgence, JUP, est le programme de plus longue date dans la région en Éthiopie. Nous sommes dans la 9e année de mise en œuvre, mais le projet a commencé pendant les famines des années 80. Nous étendons numériquement et géographiquement en fonction du contexte. Nous faisons des évaluations tous les 6 mois et nous desservons presque 1,5 million de personnes tous les ans. Nous travaillons main dans la main avec le gouvernement de l'Éthiopie et aussi avec un consortium des partenaires nationaux, internationaux et ecclésiastiques. Nous distribuons le blé, les pois et l'huile végétale. Il y a aussi un aspect de transfert en liquide. Nous faisons ces transferts en fonction de la saison, surtout pour les communautés qui sont à plus de 2 heures d'un marché. Ce programme de transfert liquide a un système de suivi pour éviter l'impact sur le marché de ces transferts. Notre mission est de protéger les vies et les modes de vie des personnes dans la région. Donc, nous mettons en œuvre des adaptations pour suivre les besoins actuels de la population. Notre système d'alerte précoce est en place depuis 2012 et nous avons maintenant 16 indices qui font partie de ce système. Nous continuons à raffiner ces indices au cours du temps pour répondre aux défis contextuels. Ces indices sont collectionnés à travers 16 régions de l'Éthiopie, environ 75% de la superficie du pays. La collecte de données comprend aussi les données secondaires des bureaux du gouvernement et aussi d'autres sources telles que les marchés et les entretiens. Depuis 2012, nous suivons aussi les données collectionnées au niveau des foyers. Ces données nous sont envoyées par SMS ou par mail en fonction du contexte et après le traitement des données, nous le partageons sous plusieurs formes, y compris un tableau de bord interactif, des analyses mensuelles analytiques, des séances sur Internet de consultation et d'autres contextes aussi pour nos partenaires tels que le Programme mondial de l'alimentation. Maintenant, je vais vous présenter quelques tendances au niveau de la région et quelques adaptations proposées. Notre tableau de bord nous permet de focaliser les informations sur des régions spécifiques. Ce système nous permet d'évaluer les charges de travail et de mieux nous coordonner avec les évaluations du gouvernement éthiopien. Comme vous voyez sur cette diapo, le système d'alerte précoce et de suivi des marchés collecte des données des sources très diverses et des régions géographiques différentes. S'il y a un événement anormal, tel qu'un niveau d'abandon de l'école assez élevé, nous suivons cette situation. Les données que nous collectons sont analysées avec une analyse basée sur les scores. Et donc, nous pouvons faire des comparaisons des points de données spécifiques tels que le prix d'un céréale spécifique dans une région spécifique par rapport aux données historiques et à la moyenne sur les 5 ans passés. Nous travaillons aussi pour créer une nouvelle fonctionnalité prédictive. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le composant du marché et mon collègue Ashnafi va vous en parler en détail. Merci beaucoup. Merci Bronwyn pour votre présentation du JUP. Nous suivons les prix de certaines graines qui sont des denrées alimentaires et nous utilisons des lignes directives sur les marchés pour faire cela. Nous suivons les prix de l'huile végétale et des céréales et d'autres cultures importantes aussi. Nous suivons aussi l'évolution de la disponibilité de ces commodités
et les réactions de la communauté quand les stocks ne sont pas suffisants. Nous suivons aussi les prix des moutons et des brebis et des chabins. Surveillance du marché. En sélectionnant les marchés à suivre, nous voulons avoir des marchés différents avec des chaînes de valeur différentes. Et nous voulons choisir des marchés centraux et des marchés locaux. Nous identifions des tendances annuelles et nous enquêtons sur les causes profondes de ces tendances. Nous collections aussi des données hebdomadaires sur les prix en gros et les données tous les 2 semaines pour les prix en détail. Je vais maintenant vous montrer les différentes analyses que nous menons. Voilà les 5 types d'analyses. Et je vais vous les présenter en détail. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, voilà le premier type d'analyse que nous faisons une fois que les données sont collectées. C'est l'évolution des prix au fil du temps. Cette tableur est copiée de notre tableau de bord de suivi des marchés. Et c'est une comparaison des changements de prix pour des mois spécifiques, dans des marchés spécifiques. Dans la première colonne, vous avez des régions différentes. La deuxième colonne, ce sont les noms des marchés spécifiques où nous collectons des données. Et ce n'est pas toute la liste. Nous avons dû éliminer une partie de la liste à cause de la taille de la typo. Et ensuite, vous avez les données de janvier en mars. Et la dernière colonne, c'est l'évolution du prix pendant cette période et par rapport au mois précédent. Donc, dans les 3 dernières colonnes, vous avez les évolutions de prix qui ont dépassé les seuils prédécidés. Et les prix ne devraient pas évoluer par plus de 10% parce que à partir des données historiques, les prix devraient être stables pendant cette période. Mais en janvier, en février et en mars, nous avons constaté certaines évolutions et nous allons enquêter sur les causes profondes de ces évolutions. Ici, vous avez le deuxième type d'analyse des données, la deuxième méthode. GEOP utilise cette deuxième analyse pour faire une comparaison entre les prix sur un calendrier. Donc ici, vous avez les indices de prix et c'est l'analyse la plus appropriée quand il y a les lacunes dans les données historiques. Et quand nous allons dans de nouvelles régions, il faut utiliser ce genre d'analyse parce que nous n'avons pas toutes les données historiques nécessaires. Donc, dans la dernière rangée du calendrier, vous voyez que les prix ont augmenté en février, mais ont diminué en avril. Et ça, c'est pour un marché spécifique. Donc, quand les prix augmentent de façon importante, en octobre, par exemple, nous n'allons pas nous étonner parce que vous voyez à gauche que la flèche pour l'octobre, c'est une flèche vers le haut. Donc, nous nous attendons à une augmentation des prix à cause des évolutions saisonnières. Donc, cela peut encadrer les actions programmatiques et surtout les analyses de la sécurité alimentaire.
À droite, en bas, vous avez une graphique à droite qui est un outil très puissant parce que cette graphique montre l'augmentation des prix sur une période spécifique. Par exemple, en décembre, nous nous attendons à une augmentation de 20% des prix. Et si on dépasse ce seuil, il faut enquêter sur les causes de cette augmentation. Cela va nous aider à rendre nos systèmes d'alerte précoce plus solides. Ici, vous voyez le troisième type d'analyse que nous menons chez JOP. Et ici, vous avez deux graphiques prises de notre tableau de bord des marchés. Et c'est dans la région d'Oromia, en Éthiopie. C'est une des Woreda, un des districts où nous sommes présents. Donc ici, vous avez les prix pour deux de ces districts, Haromaya et Ngele Absi. Et ici, vous avez le prix 2020 en noir et 2021 en rouge, et aussi la moyenne sur 5 ans. Comme vous voyez, le prix de 2021 est plus élevé dans les deux régions par rapport à la moyenne historique. À droite, vous avez le prix du blé qui est en augmentation, mais les tendances sur 5 ans nous montrent que normalement, entre janvier et mars, le prix devrait diminuer. Et beaucoup de nos indices ont montré des tendances semblables anormales. Qui sont attribuables à l'inflation actuelle dans le pays, qui s'établit à environ 20% actuellement. Mais le gouvernement essaie de stabiliser les marchés et il y a aussi eu des impacts sur les flux des produits alimentaires d'autres régions et d'autres pays. C'est pour ça que les prix ont commencé à évoluer en janvier. Ces données nous ont permis de renforcer notre état de préparation pour intervenir dans les marchés pour distribuer les denrées alimentaires. Ici, vous avez le quatrième type d'analyse que nous menons chez JOP. Donc, sur le graphique, vous voyez les tendances de prix dans 3 marchés, Aramaya, Kersa et Kurfachele. Le marché d'Aramaya, en bleu, c'est un marché plutôt grand et les deux autres sont des petits marchés locaux. Mais quand même, nous nous attendons à ce que les prix dans les marchés locaux soient plus élevés que dans le marché central, surtout, sauf pendant la saison de la récolte. Si ce n'est pas le cas, si c'est le cas, nous pouvons ensuite faire des prédictions sur les évolutions des prix dans les marchés locaux. Donc, sur le graphique, nous voyons les pics du prix annuel, surtout en juillet, à cause de l'infestation des locustes pendant ce mois-là. Et quand il y a un pic comme cela, nous enquêtons sur les causes profondes pour expliquer ces anomalies. Ici, vous avez un autre type d'analyse de marché. C'est une comparaison des prix des moutons et des chèvres. À gauche, vous avez les termes de l'échange pour
la nourriture et pour les chabins. Et à droite, vous avez le prix du travail et pour les denrées alimentaires. Nous nous intéressons à cette analyse parce que la plupart des foyers pauvres et vulnérables travaillent pour complémenter leurs revenus, surtout pendant les saisons maigres. Donc, avec ces informations, nous pouvons mieux comprendre l'échange entre les avantages du travail et des chèvres. Donc, vous avez les termes de l'échange pour les chavins et pour 50 kg de denrées alimentaires standards. Nous avons choisi ce poids parce que c'est le poids maximal qu'on peut porter jusqu'à chez soi. Quand la valeur est quand le ratio tombe en dessous du 2, la vente des chabins devient avantageuse. Si la saison sèche s'étend à 4 ou 5 mois, cela devient quelque chose de nécessaire. Donc maintenant, je vais expliquer la graphique à gauche. La ligne en rouge, c'est le prix sur le court terme et la ligne jaune, c'est le prix de la récolte. Il y a aussi les barres qui montrent les termes de l'échange. La barre claire montre la moyenne sur 5 ans et les barres noires sont la moyenne pour cette année-ci. Donc, cela nous montre que l'accès aux aliments est inférieur à la moyenne sur les 5 dernières années. À droite, vous avez une graphique qui nous montre si quelqu'un travaille pendant 15 jours par mois, ils vont gagner combien d'argent? Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à ces niveaux. Avec la COVID-19, les gens ne peuvent plus circuler pour travailler, ne peuvent plus voyager pour travailler. Donc, ce sont les opportunités locales qui deviennent primordiales. Cela a augmenté, a réduit le nombre de personnes qui cherchent un travail rémunéré comme cela. Ces données peuvent contribuer à des analyses de la sécurité alimentaire et nous pouvons l'analyser au niveau des districts pour identifier des conditions qui sont pires. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Ici, vous avez le tableau de bord qui est disponible sur Internet. C'est un tableau de bord interactif. Et ici, c'est la première page que vous allez voir quand vous vous rendez sur le site Web. Et vous pouvez trier les informations disponibles sur le marché en cliquant sur tous ces menus. Et vous pouvez générer des graphiques et des informations en fonction de chaque région. Quand vous sélectionnez une certaine région, la graphique va se mettre à jour. Cela permet à nos partenaires de trouver des informations spécifiques à leurs besoins, spécifiques aux actions qu'ils mettent en œuvre au niveau local. Ici, vous voyez que nos partenaires peuvent aussi, ou qui que ce soit, peut changer la graphique en fonction non seulement de la région géographique,
mais aussi des cultures différentes, le sorgho, le maïs, le blé, etc. Ici, beaucoup de personnes qui s'intéressent au WASH s'intéressent à ces données. Et nous essayons de faire la comparaison entre la disponibilité de l'eau et les tendances des prix. Donc, et nous montrons une corrélation positive entre les districts qui signalent une disponibilité réduite de l'eau et une augmentation des prix. En bas, vous avez les données pour 2021. Surtout, les données ne couvrent que la période entre janvier et mars pour le moment, mais moins l'eau est disponible, plus les prix sont élevés. Et les prix ont augmenté de plus de 10% en fonction de cette évolution. Et nos domaines d'intervention n'ont pas vu d'augmentation ou ont vu moins d'augmentation par rapport aux régions où nous ne sommes pas présents. Pour conclure, nous suivons les conditions du marché et ces données nous aident et aident nos partenaires à mieux cibler nos activités, surtout le timing et la localisation des programmes d'assistance alimentaire et aussi la priorisation efficace des interventions pour répondre aux besoins changeants. Ces données nous aident à avoir des bonnes informations plus tôt qu'auparavant. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, merci beaucoup, Bronwyn et Ashnafi, pour votre présentation. Je vais maintenant présenter les prochains intervenants. Mark Thompson a plus de 35 d'expertise dans l'utilisation des outils de télédétection pour la conservation des ressources naturelles et la gestion des bassins versants et l'aménagement des terres au niveau de ces bassins hydrographiques partout en Afrique australe. Jason Hallows travaille dans la recherche, le développement et l'application des systèmes de prise de décision en temps réel, surtout à des fins environnementales qui utilisent la télédétection. Mark et Jason, vous avez la parole. Merci, Jude. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Avec Jason, je vais vous présenter le Système national de surveillance des volumes d'eau de l'Afrique du Sud. C'est un système d'évaluation mensuelle des capacités en eau que nous allons vous présenter comme un système d'alerte précoce. Je vais vous présenter le pourquoi de ce système et aussi la réalité de ce service. Et ensuite, on va vous parler de comment ce système pourrait être adapté à d'autres régions géographiques et à d'autres échelles. Et la chose la plus importante, Jason va conclure en vous présentant comment nous pouvons utiliser ces données sur l'eau pour les convertir en intelligence pour informer nos décisions. L'Afrique du Sud, comme beaucoup d'autres pays, est un pays où l'eau est une ressource rare. Et c'est donc une ressource critique pour des raisons diverses, telles que la planification économique et aussi le bon fonctionnement des systèmes écosystémiques. Donc, la capacité de suivre efficacement les ressources en eau partout dans le pays est très importante, surtout pour la planification des activités stratégiques.
Donc, nous avons un système de suivi des volumes en eau au niveau national qui nous fournit des données très détaillées tous les mois sur les ressources actuellement disponibles pour les pays. Et ces données peuvent être intégrées avec d'autres bases de données pour créer ce qu'on appelle le renseignement actionnable qui pourrait être utilisé pour informer les décisions. Le système lui-même, le système national de surveillance des volumes d'eau de l'Afrique du Sud, ou Mzansi-Amanzi, et c'est une initiative conjointe entre l'Agence spatiale de l'Afrique du Sud, qui représente le gouvernement sud-africain, et deux entreprises, GeoTerra-Image et EcoSource Partnership, où je travaille avec mon collègue. Donc, tous les mois, ce système publie une cliché des ressources en eau disponibles partout dans le pays. Partout dans le pays. Ce qui le différencie d'autres systèmes de suivi des ressources en eau, c'est qu'on sait où elle est, cette eau, et on a aussi des informations très détaillées sur les volumes spécifiques disponibles en modélisant les volumes des milliers des réservoirs et des lacs individuels. Le système a été développé avec des technologies basées dans le cloud et le système analyse des images satellites du pays et il utilise ces images pour faire une cartographie des eaux de surface. Et puis, il y a un système de modélisation automatisé qui produit les volumes individuels spécifiques de chacun de ces réservoirs. L'avantage de ce système est qu'il ne nécessite pas l'observation sur le terrain. Tout est fait à partir de ces images satellites. Et c'est aussi un système à 100% automatisé qui dépend de l'imagerie satellite. Et ces images viennent des satellites Sentinel-1 et Sentinel-2 de l'Agence spatiale de l'Europe. Tous les mois, le système publie une base de données qui est rendue disponible aux utilisateurs. On commence avec une cartographie numérique qui est une représentation de tous les eaux de surface naturelles et artificielles dans le pays. La superficie la plus petite que nous décelons est environ 0,1 hectare. Donc, la résolution est très élevée. Voilà. Donc, le niveau de détail est très élevé. Nous rapportons aussi les volumes des réservoirs pour chaque réservoir, pour plus de 30 000 réservoirs individuels. Et nous rapportons aussi des montants sommaires pour beaucoup de réservoirs plus petits. Pour les réservoirs plus petits, nous rapportons le volume total des réservoirs qui ont moins de 25 000 mètres cubes de volume. Le système crée automatiquement des cartes numériques et aussi des tableurs de données avec des données actuelles et historiques des volumes d'eau. L'archive remonte à 2016, qui est l'année où les satellites que nous utilisons ont été lancés. Nous avons aussi des sites web publics qui permettent au public d'interagir avec ces données, même si certaines des données de base sont réservées aux utilisations gouvernementales. Donc, même si nous publions les données mensuellement, les données sont publiées dans les 5 ou 6 jours après la fin du mois.
Donc, dans 5 ou 6 jours, les données pour le mois d'avril seront disponibles pour le peuple de l'Afrique du Sud. Donc, voilà un des 2 sites web. C'est le site web qui démontre la superficie des ressources en eau de surface. Donc, à droite, vous avez des boutons. Par exemple, afficher les 3 mois les plus récents. Donc, on a janvier, février, mars 2021. Et puis, on peut aussi afficher les données sur le long terme. Par exemple, depuis 2016, depuis le début du système. Et maintenant, je vais vous montrer quelques images plus détaillées. Ici, vous voyez un des réservoirs, des milliers de réservoirs que nous suivons. Ici, vous avez un des réservoirs artificiels les plus importants de l'Afrique du Sud. Et le bleu représente l'eau de surface en mars 2021. Vous voyez clairement les rivières qui arrivent dans ce réservoir et aussi les rivières qui quittent le réservoir. Et aussi tous les petits réservoirs agricoles qui l'entourent. Nous pouvons ensuite afficher toutes les données pour les 2 mois précédents et aussi l'étendue sur le long terme. Donc, en changeant les couleurs, on peut voir que le réservoir lui-même diminue, la superficie diminue, puisque nous entrons dans la saison sèche. Vous voyez qu'il y a en vert les zones qui ont été mouillées au cours des 5 dernières années, mais qui ne sont plus mouillées. Ici, vous avez un autre site web pour suivre les volumes des réservoirs et ces volumes sont déterminés par le site web précédent. Et ici, à gauche, ce que vous avez, les frontières en vert sont les bassins hydrographiques principaux du pays. Et les barres vous donnent une idée des volumes des réservoirs dans chaque bassin hydrographique. Donc, à droite, vous voyez les statistiques et la graphique qui vous montre les tendances les plus récentes dans la disponibilité de l'eau au niveau national. Ces données sont pour mars 2021 et nous avons déjà reçu pas mal de pluie pendant 2021. Donc, il y a de l'eau dans le paysage qui est prête à être utilisée. Mais dans le sud, au Cap, par exemple, où les pluies viennent pendant l'hiver, les réservoirs sont presque vides et on attend les pluies qui vont venir bientôt. Ici, vous voyez la même situation pour l'année dernière. Donc, on peut faire la comparaison entre des années différentes. Avril 2020 était à beaucoup plus sec qu'avril 2021. Donc, vous voyez moins de couleurs, les barres réduites pour beaucoup de ces bassins hydrographiques. Et puis, en bas à droite, vous voyez la tendance pour le pays. Maintenant, je vais vous montrer un réservoir spécifique qu'on peut aussi suivre au fil du temps. Encore une fois, vous avez le même réservoir qu'avant. C'est le barrage de Val. Et ici, vous avez les données pour mars 2021. Et en bas à droite, vous avez le changement en volume depuis octobre 2020, donc jusqu'au mois dernier. Donc, puisque nous avons eu beaucoup de pluie récemment, le réservoir est presque plein. Mais le volume a beaucoup augmenté depuis octobre, au cours des 5 derniers mois. Ici, vous avez le même réservoir, mais maintenant, en bas à droite, vous avez les tendances sur le long terme. Et vous pouvez voir, tout d'abord, à gauche de la graphique, les valeurs très basses en 2017-2008, qui a été une période de sécheresse très grave. Mais maintenant, le réservoir se remplit peu à peu depuis le début de 2021. Ici, c'est le barrage de Theewaterskloof que vous connaissez peut-être. C'est un autre réservoir que nous pouvons, de ces 30 000 réservoirs que nous pouvons analyser au niveau individuel. En bas, à droite, encore une fois, pendant la sécheresse de 2017, le réservoir a été presque vide. C'était une sécheresse très sévère pour la région du Cap.
Donc, ces données nous montrent comment le paysage peut évoluer en fonction de la pluviométrie. Maintenant, je vais vous donner une idée rapide de comment nous modélisons les volumes de ces réservoirs. Ici, vous avez une carte topographique numérique où les zones rouges sont plus élevées et les zones vertes sont moins élevées. Et normalement, quand il y a un barrage, la superficie du réservoir, c'est une plane plate dans la topographie. Donc, nous utilisons les profils topographiques pour modéliser les profondeurs des réservoirs en étendant les profils topographiques du paysage autour du réservoir. Donc ici, vous avez une représentation bathymétrique assumée, présumée du réservoir. Et nous allons utiliser ces données sur la profondeur pour estimer le volume total en eau. Donc, nous pouvons remplir, pour ainsi dire, le réservoir. Et puisque nous savons la profondeur, nous pouvons calculer le volume. Et cela nous permet d'établir des algorithmes pour modéliser le volume d'un barrage quelconque à partir des données topographiques de la région entourante. OK. Donc ici, vous voyez ce que nous modélisons tous les mois au total. Le département national de l'eau et de la sanitisation suit 250 réservoirs avec des dispositifs de surveillance sur site. Nous suivons tous ces réservoirs qui sont de grands réservoirs. En outre, nous suivons et nous pouvons donner les volumes de 5000 autres grands réservoirs. Et en outre, nous suivons les volumes pour 27 000 autres réservoirs. Donc, nous suivons les volumes spécifiques d'environ 30 000 réservoirs individuels et indépendants. Et nous suivons aussi le volume total d'un groupement de 250 000 petits réservoirs que nous amalgamons et dont nous rapportons le volume total. Donc, ce sont beaucoup de données qui n'étaient pas disponibles auparavant, qui donnent une idée très détaillée des ressources en eau disponibles. Ici, c'est un exemple de la calibration entre la profondeur connue d'un réservoir donné et la profondeur présumée à partir de notre modèle. Donc, vous voyez, les prédictions sont assez proches de la réalité. Donc, elles sont fiables. Il est important de comprendre que la méthodologie et la capacité de cette technologie sont très adaptables. Donc, je viens de vous montrer l'exemple de l'Afrique du Sud, mais cette technologie peut être utilisée sur des superficies beaucoup plus grandes. Des systèmes semblables sont utilisés dans le marais d'Okavango, dans le Botswana, et nous testons aussi cette technologie dans d'autres bassins versants, dans le bassin hydrographique du fleuve Zambézie. Ici, ce n'est qu'un exemple pour vous montrer. C'est un cliché que nous avons généré en mai 2020. Nous avons des téraoctets et téraoctets de données satellites, mais sur cette image, vous voyez chaque instance d'eau de superficie plus grand que 20 mètres par 20 mètres. Et ces informations peuvent être reproduites pour n'importe quelle région à n'importe quel moment. Et avant de passer la parole à Jason, je voulais vous donner une idée de la variation possible d'un point de vue hydrologique dans une région donnée. Ici, vous avez la plaine de Liuwa dans le bassin versant du Zambézie en Zambie. Et je vais vous montrer la situation au fil d'un an. Donc, nous commençons en mai 2017. Ici, en juin, le fleuve s'assèche, la plaine s'assèche et vous allez voir que l'eau est seulement présente dans le fleuve lui-même.
Mais en octobre-novembre, quand les pluies commencent à tomber, la plaine va se remplir. Donc ici, vous voyez les tributaires qui se remplissent. Et puis en mars, vous avez, et en avril, ici vous avez l'avril, et c'est toute la plaine qui est remplie. Et bien sûr, quand on considère toutes ces données en même temps, on a une meilleure idée de la disponibilité de l'eau à un point spécifique dans le paysage à un moment spécifique de l'année. Merci beaucoup pour votre attention. Je donne maintenant la parole à mon collègue Jason qui va nous parler du renseignement actionnable, comme on aime dire. Merci beaucoup, Marc. Je veux vous parler des tableaux de bord parce que nous avons créé plusieurs tableaux de bord qui sont très efficaces. Quand on va collectionner des informations, il faut aussi un outil pour combiner et afficher ces informations. Et je vais vous donner quelques exemples des tableaux de bord créés par le département de l'eau et de la sanitation de l'Afrique du Sud. Ces tableaux de bord ciblent le niveau des gestionnaires, mais on peut cibler d'autres niveaux aussi. Et ces tableaux de bord peuvent contribuer aux objectifs de développement durable sur l'eau et la sanitation, bien sûr. Ici, vous voyez les données sur l'accès à l'eau ou les services de l'eau. Ces données sont données au niveau de la province et ça va vous donner une idée de l'efficacité de nos efforts de rendre l'eau accessible à toutes les communautés, même les communautés rurales. Ici, vous avez un zoom sur les données de la diapo précédente. Et vous voyez que dans la région d'Alfred Nzo, l'accès à l'eau est très restreinte. La désagrégation de ces données est très utile. Cela peut nous aider à mieux cibler nos actions sur le terrain. Ici, vous avez la fiabilité des ressources en eau. Donc, il faut avoir l'accès à l'eau, mais est-ce que cet accès est fiable? Et ici, vous voyez que même où on a accès à l'eau, il y a certaines régions où l'accès à l'eau est beaucoup moins fiable que dans d'autres régions. Encore une fois, si vous voyez ici la même région, nous avons fait la dernière zoom. Donc, même si on a accès à l'eau dans ces régions, la fiabilité de cette ressource en eau est très réduite. Et ces données, ce renseignement pourrait informer nos actions. Ici, vous voyez les informations sur l'eau non génératrice de revenus. Et ici, nous établissons un lien entre ces informations sur le revenu généré par des régions différentes qui n'est pas égal au niveau du pays. Et il y a certaines régions qui ne génèrent pas beaucoup de revenus, mais qui consomment beaucoup d'eau. Donc, ces informations seront importantes du point de vue de la durabilité. Ici, vous avez le statut de la sécheresse. Et ici, voilà. Cela vous donne une indication du statut de la sécheresse partout dans le pays. Et ici, vous avez la progression des sécheresses. Donc, nous avons des sécheresses météorologiques qui résultent d'un manque de pluviométrie. Et puis, on a aussi des sécheresses agriculturelles et aussi les sécheresses au niveau des réservoirs. Donc, on peut avoir un tableau de bord général au niveau provincial, comme on a ici, ou on peut avoir des données plus détaillées. Ici, vous avez un indicateur unique, la pluviométrie. Donc, et nous aimons aussi présenter les données sous plusieurs aspects. Une carte
une table et un graphique. Et vous pouvez télécharger toutes ces informations et les utiliser pour vos propres analyses. Donc, j'espère que vous avez maintenant une idée de comment vous pourriez utiliser des données, des sources diverses dans ces tableaux de bord pour mieux utiliser ces données pour informer vos actions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, messieurs. Merci Marc, merci Jason pour cette présentation vraiment intéressante. Nous allons passer maintenant à la séance de questions et des réponses de ce webinaire. Et je vous rappelle que si vous avez une question, vous pouvez les saisir dans la boîte questions et réponses. Si nous ne répondons pas à votre question pendant le webinaire, nous allons envoyer un document Word avec toutes les questions et toutes les réponses écrites bientôt après la fin de cette réunion. Donc, si on ne répond pas à votre question, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir une réponse écrite bientôt. Merci encore une fois à tous nos présentateurs. La première question est la suivante. Et c'est un peu l'amalgame de 3 ou 4 questions individuelles. C'est autour de la problématique de qui est-ce qui utilise ces informations, les informations générées de ces systèmes. Et est-ce qu'il y a des plans ou des initiatives en place pour publier ces données plus largement? Donc, quelles sont les instances gouvernementales qui utilisent ces données et est-ce qu'ils sont aussi des communautés qui peuvent accéder à et utiliser ces données? Donc, voilà, peut-être, je peux poser la question tout d'abord à Bronwen et Ashnafi, et ensuite à Marc et à Jason. Mais Bronwen et Ashnafi, est-ce que vous voulez y répondre les premiers? S'il vous plaît. Oui, merci beaucoup pour votre question. Le système d'alerte précoce est mis en œuvre main dans la main avec le gouvernement de l'Éthiopie, le gouvernement local, le gouvernement régional, le gouvernement fédéral. Mais les données sont collectionnées par les représentants du gouvernement. Nous analysons les données, nous les traitons et puis nous les republions à travers nos plateformes. Nous avons aussi un système d'alerte précoce basé dans les communautés au niveau des cabellos où les communautés elles-mêmes font leur propre analyse de ces données pour planifier leurs propres actions de prévention, etc. Donc, nous essayons d'utiliser ces données pour encadrer nos propres adaptations programmatiques et aussi pour orienter les actions du gouvernement et des communautés. Merci beaucoup, Bronwyn. Marc, Jason, est-ce que vous voulez commenter sur qui est-ce qui utilise ces données et est-ce que ces données pourraient être publiées plus largement? Oui, je peux répondre le premier et puis Jason peut complémenter ma réponse s'il veut. Pour le moment, nous interagissons avec tous les niveaux de gouvernement, national, régional, provincial. Et en Afrique du Sud, nous avons un département national de l'eau et de la sanitation, mais nous avons aussi des conseils d'eau qui gèrent l'eau dans certaines régions. Et puis, au niveau international, nous avons des commissions des bassins hydrographiques et nous travaillons avec OCACOM et ZAMCOM qui sont ce genre d'organismes internationaux. Et quand on travaille avec des bassins hydrographiques transnationaux, il est important d'interagir avec ces niveaux internationaux. Jason, vous avez quelque chose à ajouter? Non, pas vraiment, mais il y a aussi des organismes de recherche qui s'intéressent à nos données et qui les utilisent. Et aussi des communautés agricoles qui aussi utilisent nos données. Merci beaucoup, Jason. Oui, nous étudions aussi, bien sûr, la possibilité de régionaliser ce service en dehors de l'Afrique du Sud. Nous sommes en contact avec des agences qui soutiennent cette initiative et nous espérons pouvoir passer à la phase d'action bientôt. Oui, j'espère qu'on va pouvoir mettre en œuvre ce système dans le plus grand nombre de régions possible. Beaucoup de ces données viennent des plateformes de télédétection
qui coûte beaucoup moins cher que la collecte de données sur le terrain. Donc, c'est une option attractive. Merci beaucoup, Jason. Merci, Marc, pour vos réponses. Malheureusement, nous n'avons que 2 minutes qui nous restent. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans la boîte questions et réponses et nous allons y répondre par écrit après la séance. Malheureusement, nous devons clore le webinaire d'aujourd'hui. C'est dommage que nous n'avons pas assez de temps pour répondre à toutes les questions. Moi-même, j'ai plusieurs questions, mais encore une fois, je tiens à remercier nos présentateurs pour vos présentations vraiment intéressantes qui ont des possibilités intéressantes pour mettre en œuvre ce genre de système plus largement dans la région et aussi pour partager ces résultats avec d'autres groupes et d'autres populations pour contribuer à leur prise de décision sur la sécurité alimentaire et les modes de vie. Donc, la séance a été très intéressante pour moi. Nous avons plusieurs sondages de fin de séance. Donc, on va vous demander, s'il vous plaît, de répondre à ces sondages. Donc, et ces sondages nous aident beaucoup à mieux orienter nos webinaires et nos événements. Donc, s'il vous plaît, répondez à ces sondages. Tout d'abord, selon vous, quelle est l'utilité des systèmes de première alerte et de résilience tels que ceux dont nous venons de parler? Et deuxièmement, avez-vous trouvé ce webinaire utile pour votre travail? Avez-vous trouvé le contenu de ce webinaire utile pour votre travail? Et aussi, dans la boîte à discussion, vous avez les coordonnées de Christine et de moi-même, nos adresses mail, si vous avez d'autres questions. Et il y a toujours plus d'informations sur nos webinaires sur notre site Web. Et sur le site Web du réseau FSN et les réseaux de Scale et de ProWash. Nous allons bientôt organiser un autre événement sur les systèmes d'alerte précoce. Donc, suivez les sites Web pour plus d'informations. Dès que nous finalisons la planification, nous allons publier la date et les autres informations pour ces événements futurs. Le sondage est maintenant fermé. Cette heure a passé beaucoup plus rapidement que j'aurais aimé. Donc, vous voyez les résultats du sondage sur votre écran pour la première question sur l'utilité des systèmes d'alerte précoce et de résilience. Environ la moitié d'entre nous disent que ces systèmes sont très utiles et devraient être répandus plus largement. Donc, c'est bon de savoir que le public s'intéresse beaucoup à ces questions et qu'on reconnaît l'utilité de ces systèmes. Et pour la deuxième question, est-ce que le contenu de ce webinaire a été utile pour votre travail? Encore une fois, c'était environ la moitié d'entre vous qui ont trouvé le contenu de ce webinaire pertinent pour son travail. Donc, encore une fois, un grand merci pour ces retours. Vous avez quelques dernières secondes pour saisir vos questions dans la boîte questions et réponses. Nous allons répondre à vos questions par écrit et nous allons envoyer ces réponses écrites à tous les participants à ce webinaire. Donc, en clôturant la séance, encore une fois, un grand merci à tous les participants. Merci à nos intervenants. Merci à l'équipe technique fantastique et aussi à l'interprète Zach Heyman qui a fait, comme d'habitude, un travail fantastique. Merci à vous toutes et tous et à la prochaine, au prochain webinaire. Nous apprécions beaucoup votre présence.